Bonjour à tous, bienvenue pour le nouvel épisode du Calisthenics Science Podcast en compagnie de 012 Workout. Aujourd'hui, ce sera un épisode solo sur la stagnation. On va essayer d'aborder un petit peu le sujet en long et en large. On a déjà fait un épisode qui se consacrait un petit peu à ça. Suite à celui-là, j'avais fait une vidéo YouTube. Bon, ça date déjà un petit peu, je pense qu'il y a quelques mois que c'est le cas. Donc on va rebondir dessus parce que je pense que lorsque j'ai fait la vidéo, je me disais, oh, il y a encore pas mal d'informations à parler, c'est un sujet qui touche beaucoup de monde, et parfois mettre un petit peu le point sur certaines choses, euh, voilà, ça peut peut-être justement débloquer cette stagnation, et si on débloque cette stagnation, c'est tout bénef, parce que c'est vraiment ce qu'on cherche à éviter en calisthénie, parce qu'on veut avancer vers vers nos objectifs, s'il y en a plusieurs. Euh, donc on va essayer de voir plein de choses. Un moment qui est inévitable de toute façon, même si on a le meilleur entraînement du monde, qu'on fait les choses bien, etc. Certes, si on est doué, si on est dans une phase un peu plus novice, on peut clairement progresser pendant longtemps, mais ce n'est pas toujours le cas. Et donc voilà, on va essayer de voir cela. À l'heure où je vous parle, j'enregistre dans une nouvelle pièce, donc je vous partagerai un peu plus cela en détail peut-être sur ma chaîne YouTube, on aura l'occasion de revenir là-dessus. Donc je suis pas trop loin de ma salle de sport et tout, donc il y a peut-être un peu plus je dirais de résonance, donc on va voir si la qualité sonore est au point. On écoutera cela ensemble et j'espère que ça sera un peu plus intéressant. Et pour éventuellement les vidéos et tout, vous allez voir, ça annonce des bonnes choses. Donc, qu'est-ce qu'on va discuter de la stagnation? On va voir déjà ce que c'est. On va voir si on stagne vraiment. Voilà, pourquoi est-ce que on aurait besoin de stagner? Quelles seront les raisons? On va voir un petit peu le contexte. Ensuite, on va voir tout ce qui est des solutions, donc plein de stratégies pour remédier à cela. Voilà, on va essayer de voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut mettre en place concrètement pour éviter justement cette stagnation. Et ça va être intéressant parce qu'on va parler beaucoup de sujets de réception à l'entraînement, de programmation, de lifestyle basique parce qu'il y a beaucoup de choses là-dessus aussi à prendre en compte. Et voilà, ça c'est important de savoir. Donc c'est quoi la stagnation? Donc déjà la stagnation, c'est une absence de progression. Donc c'est le fait de ne pas progresser. Donc on peut la définir selon la période maintenant. Donc, à partir de quand est-ce qu'on peut considérer que l'on stagne? Dans le dernier épisode, on avait un petit peu considéré, ou si vous voyez beaucoup de contenu sur la calisthénie, on considère souvent que, par exemple, il y a plusieurs stades chez une personne. Donc, on peut être débutant, intermédiaire, avancé. Un débutant en général, il va pas trop se poser de problème de stagner, il va progresser presque à chaque séance. Donc s'il fait 3 entraînements semaine, même si c'est 3 fois full body, il pourrait très bien progresser sur ces 3 entraînements semaine, s'il passe à la semaine d'après, et tout cela pendant 1, 2, 3 ans. Donc ça serait plutôt un débutant. Euh, Ensuite, un intermédiaire, on pourrait dire qu'il va progresser chaque semaine. Donc voilà, il va faire son push-pull legs, mais la semaine d'après, sur son push-pull legs, il sera plus fort. Donc, et ainsi de suite. Et il va faire ça pendant assez longtemps. Un avancé, là, ça sera un peu plus compliqué, donc il va devoir un peu plus faire fluctuer ses intensités. Par exemple, il va battre son PR sur un 4x8 en semaine 1. Il va devoir faire, en semaine 1, ça va être rare en général. Il va faire un bon programme et il va le battre plus ou moins en semaine 4. Donc alors en fin de son premier mésocycle. Ensuite, il va avoir faire quasiment un mésocycle entier pour pouvoir rebattre éventuellement son 4x8. Et ainsi de suite sur le long terme. Et donc ça pourrait être quelqu'un de plus avancé. Euh, Ce n'est pas parce qu'on s'entraîne depuis 1 an qu'on pourrait être débutant. Donc on pourrait très bien avoir quelqu'un qui s'entraîne depuis 4 ans, mais qui n'a jamais fait les choses correctement et qui va réussir avec un bon programme à progresser chaque séance, chaque semaine. Et à l'inverse, on pourrait avoir quelqu'un qui s'est entraîné depuis 1 an, qui est déjà avec un programme très intelligent et finalement ses adaptations seront un peu limitées. Parce que tout cela sera un peu lié aussi à la réceptivité à l'entraînement. Donc on pourrait avoir quelqu'un qui naturellement
va développer plus de masse musculaire, être plus fait pour la force que d'autres personnes. Donc il y a des personnes, voilà, il faut remercier sa génétique, ses parents, son passé de sportif, hein, ça se joue énormément, son âge, donc bon, on va dire quelqu'un de plus jeune en général va s'adapter plus vite. Donc il y a beaucoup de facteurs qui vont jouer sur la réceptivité à l'entraînement. Et parfois, on ne sait pas vraiment les expliquer aussi. Puis l'anthropométrie, hein, voilà, si on a des longs bras de levier, etc., on peut gagner beaucoup de poids. Ça dépend aussi de l'exercice. Il y a des exercices où la progression est plus rapide que d'autres. Ouais, il y a toujours un certain contexte. Avec cette réceptivité à l'entraînement, ça va en corrélation avec justement le fait d'être plus ou moins débutant, intermédiaire et avancé. Voilà, par exemple, un avancé qui est non réceptif à l'entraînement, il va avoir beaucoup de difficultés à progresser. Un débutant qui est réceptif à l'entraînement, ben, il va vraiment débloquer une progression énorme. Et c'est pas, voilà, c'est là où j'avais dit dans la vidéo qu'il y avait des personnes qui débloquaient des squats à 200 kg en moins d'un an ou des full planches. Et voilà, se comparer à eux, ça va être extrêmement difficile. Donc voilà, c'est rien que pour ces facteurs-là, déjà, la stagnation sera complètement différente et pourrait arriver beaucoup plus facilement, on va dire, quand on réunit moins ça. Ensuite, un truc qu'on peut prendre aussi en compte, c'est avant de parler de stagnation, c'est qu'on n'est pas au top de son top toute l'année en fait. Ça, c'est un truc qu'on a souvent tendance à penser, surtout en calisthénie, un peu moins pour lifting parce que maintenant quand on a des échanges de compétition, on sait un petit peu ce que c'est ce phénomène-là. Mais c'est un truc qu'on observe beaucoup en musculation, dans les sports un peu amateurs, sans trop d'échéances. En fait, par exemple, si un jour vous avez rentré, peu importe le contexte, vous avez rentré un exercice, allez, 4 fois, une straddle planche, admettons, et que depuis 6 mois vous n'y arrivez plus, vous avez l'impression que vous stagnez, etc. Alors que peut-être vous étiez dans un super bon jour ce jour-là, vous étiez dans une période de forme, il y avait toutes les étoiles alignées pour que vous ayez réussi cette straddle planche, peut-être que vous aviez perdu 4 kilos à cause de je ne sais pas quoi et que vous y avez, voilà, vraiment il peut y avoir plein de choses et puis voilà, les mois se passent et vous êtes un peu frustré parce que vous essayez de vous dire tiens, il y a 3 semaines j'avais lancé ma straddle planche, vous cramez, ainsi de suite et ensuite finalement vous n'arrivez pas à réussir ça peut être exactement la même chose sur une traction lestée. Voilà, il y a un moment où vous aviez bien récupéré, voilà, il y avait un petit break, vous avez battu votre PR en traction lestée, et puis vous refaites un nouveau programme, vous remettez un petit peu, vous pensez que vous allez pouvoir vous réentraîner presque avec la charge que vous aviez mise pour votre action lestée. Et l'intensité du cycle est trop importante, vous n'arrivez pas à récupérer, à progresser, vous réagissez mal à cette intensité-là parce que c'était trop lourd pour vous. Et donc finalement, vous n'arrivez pas à revenir à ce niveau de traction lestée que vous aviez, et donc vous pensez que vous stagnez. Et malheureusement, c'est une triste réalité, c'est que voilà, si on fait les choses bien, on peut essayer d'optimiser un peu son pic de forme, on peut essayer d'être le plus en forme, on va dire, toute l'année possible pour, on va dire, essayer de pratiquer ses skills d'une meilleure qualité, ou alors voilà, périodiser un petit peu plus et cycler ses entraînements pour pouvoir être en forme sur des moments donnés. Et donc essayer de calculer cela. Et donc on va essayer de faire des cycles, des cycles d'introduction, des cycles de développement, des cycles de peaking, et ensuite des cycles de taper pour dissiper la fatigue, et puis on va piquer à ce moment-là, quoi. Ça c'est un petit peu les stratégies en force. On peut faire la même chose en skill, on peut essayer de faire plus ou moins la même chose presque toute l'année. Voilà, c'est un peu la différence quand on fait beaucoup de skill à l'année, c'est qu'on essaie de périodiser un petit peu moins. Mais je pense que la périodisation a quand même sa place. Et on verra plus tard aussi dans les solutions pour casser la stagnation qu'il faut parfois accepter aussi de faire des pas en arrière pour mieux remonter, soit en fixant sa technique, en fixant son hypertrophie, parce que souvent quand on est moins bon récepteur à l'entraînement, qu'on a moins bon bras de levier ou que les chances ne sont pas de notre côté, une des solutions qu'on peut souvent mettre en place, c'est de prendre du muscle. Et ça peut demander beaucoup de temps et ça peut demander de régresser sur certains exercices pendant une certaine période. Maintenant, c'est pas toujours une stratégie qui est nécessaire et qui est viable parce que voilà, avec le temps, je pense que c'est un truc qu'on ne peut jamais trop se tromper, mais parfois il peut y avoir, on va dire, mieux. Mais c'est toujours dépendant du cas par cas. Donc je pense que j'avais fait beaucoup de critiques sur la périodisation là dans une de mes vidéos. Maintenant, on n'est pas obligé non plus de périodiser
vraiment spécifiquement, on peut garder par exemple un certain pourcentage de son travail sur l'hypertrophie, donc 25% de son volume dessus, 50% de son volume dessus, et toujours avoir une certaine partie, 25, 40, 50% de travail de skill par exemple, et se dire, ou alors mettre l'hypertrophie en maintenance, progresser en skill, ou alors mettre de la skill en maintenance, progresser en hypertrophie. Voilà, c'est toutes les choses qui peuvent se faire, et ça je pense que je vais essayer de revenir dessus juste après. Donc voilà, il y a, dans ces périodes un peu de forme, il y a aussi tout ce qui est modèle, fatigue, fitness. Parfois on progresse bien, la fatigue s'accumule et finalement il y a un moment où on doit redescendre parce que ça ne marche pas à l'infini malheureusement. Si vous cyclez bien vos entraînements, vous partez toujours léger, vous augmentez. Et donc finalement voilà, on observe facilement qu'on n'est jamais en forme toute l'année. Maintenant, pour revenir à la stagnation, à partir de quand on pourrait se dire tiens là il y a un souci dans mon programme, euh, ça n'avance pas comme je veux, peut-être que je suis en train de stagner. Donc on pourrait se dire, en général, il y a un peu une règle, la règle des 3 séances. Donc des 3 séances, on peut peut-être plus l'appliquer sur 3 semaines. Si je fais souvent sur 3 semaines, je pense que ça veut dire que notre cycle est contre-productif en général. Donc vous allez entamer votre nouveau programme, semaine 1, ok ça bouge, mais c'est déjà un petit peu dur, vous avez déjà overshot votre RPE. Admettons que vous avez prévu 4 séries de 6 à 20 kg sur traction, mais vous terminez la dernière avec 0 répétition réserve. La semaine d'après, vous dites, c'est un mauvais jour, je vais essayer de m'adapter. Boum, vous ratez limite votre 6e, ou alors c'est la même chose. Et la semaine 3, même chose, voire vous ratez. Et donc là, on peut considérer que vous avez stagné sur votre cycle. Sauf si vous aviez un autre objectif, mais si vous aviez mis le travail suffisant pour vouloir progresser en traction et que c'est un début de votre cycle, là on va considérer qu'il y a une stagnation. Donc ça, on peut dire que c'est la règle des 3. Et ça, on peut observer, ça arrive dans des cycles qu'on ne progresse pas sur 3 semaines, et c'est un peu chiant parce que voilà, c'est du gâchis. Et donc là on peut considérer que le cycle était, que vous avez stagné clairement sur votre traction. Pourquoi on ne sait pas. Donc, si, on peut essayer d'élaborer des pistes. Peut-être que vous aviez mal réagi sur le format 4x6. Peut-être que ça. En général, vous allez essayer un nouveau format, ça va marcher une fois. Souvent, tout ce qu'on va faire une fois, ça fonctionne parce qu'on est un peu novice dessus de nouveau. Mais le plus dur, c'est de trouver un truc qui va marcher à plus moyen et long terme. Et ça, on l'observe avec beaucoup de temps. Donc, c'est facile de faire progresser quelqu'un sur 3 mois en essayant juste parce qu'il n'avait jamais fait de 4x6 avant, il va faire un 4x6 et il va bien progresser. Après, c'est une approche linéaire. Il y a des gens qui vont très bien réagir à l'approche linéaire et parfois on va se rendre compte que certaines personnes réagissent mieux avec une approche plus autorégulée ou une approche plus top set, back offset. Ou une approche plus série ascendante. Voilà, il y a plein de manières de faire. Et ça on l'observe avec le temps. Et donc, peut-être que le 4x6, il marche pas sur... il va peut-être marcher la première fois sur vous, mais ici, vous aviez essayé de faire votre deuxième cycle avec un 4x6 et ça n'a pas fonctionné. Et peut-être qu'avec le temps, vous allez voir que, en général, vous allez peut-être mieux progresser avec une approche 1x6 et puis 3 x 6 plus léger, par exemple. Ou alors 1x6 et puis 4x4 plus léger. Donc ça serait un peu une top set de volume, back offset. Et peut-être que vous allez super bien réagir à ce format-là, que vous allez le répéter, et que là, ça va vraiment fonctionner. Et donc ça, c'est peut-être, c'est juste trouver un peu dans l'individualisation. Mais là, je vais déjà un petit peu trop loin dans les détails. Mais là où je voulais en venir, c'est que ça tende à progresser, que la stagnation, vraiment trouver les choses qui marchent sur la durée, c'est plus important. C'est plus difficile que de trouver des trucs qui marchent à court terme et qu'en général, la première fois que vous allez appliquer quelque chose, ça va fonctionner. Mais parfois, ça va fonctionner sur votre cycle en lui-même, mais que vous n'allez pas être capable de battre votre max. Parce que pour battre votre max, parfois, il faut plus qu'un cycle, plus qu'un format de répétition donné. Et donc, il va falloir parfois beaucoup de temps pour trouver cette chose qui va fonctionner, la répéter pendant une certaine période pour pouvoir éventuellement voir si ça fonctionne. Donc voilà, ça c'est un petit peu la stagnation de la règle des 3 semaines. Peut-être qu'un débutant qui progresse pas 3 séances, après là, ça peut vraiment dépendre de beaucoup de choses. Sur 3 séances,
Ouais, moi, je dirais vraiment ça sur vos 3 séances push par exemple. Ou alors parfois si vous fonctionnez sur une séance tous les 5 jours, bah oui, peut-être qu'au bout de 15 jours, là, vous allez pouvoir réagir. Donc sur base de ça, bah, vous allez devoir réagir, hein. Donc peut-être après cette règle ces 3 semaines, si vous êtes complètement grillé sur cet exercice-là, euh, bah, vous pourriez envisager une deload. Après, ce qui est intéressant de voir, c'est aussi voir tous les autres mouvements. Parce que parfois, on se concentre trop souvent en stagnation. Enfin, quand on pense à ça, on se concentre sur un truc qui ne va pas. Donc par exemple, votre action justement n'a pas été, vous aviez envie de progresser dessus, mais en même temps, vous avez mis beaucoup de focus sur la planche, sur votre développé militaire, sur voilà, plein d'autres, peut-être beaucoup d'objectifs, et que tout le reste a bien bougé en fait, ou alors que vous avez pris du poids, donc vous étiez plus lourd, et que finalement il y a une certaine surcharge qui s'est faite, que votre squat a énormément monté, donc vous avez pris des jambes, voilà, il y a plein de petites choses, et donc si vous dites, mais tiens, là je stagne à cause de ça, finalement vous stagnez peut-être pas réellement, peut-être qu'il y avait vous avez vraiment super bien progressé sur d'autres mouvements, et que voilà, que ça a pris un petit peu le dessous. Et donc ça c'est aussi important de garder en tête que dans la stagnation, voilà, focus sur un peu ce qui ne va pas, c'est parfois négatif, et c'est important de voir la vision globale. Maintenant, ça pourrait arriver que vous ayez justement mis un 4x6 sur votre action, sur votre développé militaire, que vous sentez que vos planches elles progressent pas du tout, que vous êtes un peu flingué. Et voilà, donc là, clairement, ça va être semaine de décharge réactive, donc vous aviez peut-être prévu de faire une décharge en semaine 5-6, bah là, après la règle des 3, vous dites ok, en semaine 3, fucked up, donc là, deload, et ensuite, on peut établir un nouveau cycle d'entraînement, de progression, pour essayer justement de voir ça, et donc peut-être de vous dire, bah, soit je repars sur mon 4x6, parce que en fait, je me suis rendu compte que j'ai mis beaucoup trop lourd, ou alors j'essaye justement de trouver un autre format, un petit offset, back offset, voilà, un 4x5, ça fait peut-être 1 an que je suis sur mes tractions en pronation, peut-être que là j'aurais intérêt à faire une supination. Voilà, j'ai peut-être changé de setup parce que là je suis sur une barre avec mes genoux pliés, la barre elle glisse un peu. Voilà, par exemple, rien que de changer un peu son environnement, c'est aussi une des possibilités qu'on pourrait voir plus tard, quoi. Euh, donc ça c'est important. Donc là on parle de règle des 3, on parle de mettre le point noir sur quelque chose. Un truc que j'ai oublié de vous dire aussi, ben, il y a plein de choses qui peuvent aussi expliquer ça. C'est en dehors des périodes de forme, de mes formes, il y a tous les facteurs externes. Donc le sommeil, la nutrition, le stress. Ça, c'est vrai que c'est hyper important. Donc par exemple, justement dans ces 3 semaines, c'est peut-être pas le format qui était mauvais, mais c'est peut-être votre sommeil qui était mauvais. Donc peut-être qu'il y avait 2 heures de sommeil en moins que d'habitude. Peut-être que vous étiez dans une période plus stressée. Peut-être que voilà, il y a toujours plein de trucs. Justement, bah, si vous étiez en surplus calorique ou alors en déficit calorique, ça peut aussi jouer. C'est pour ça que c'est important de traquer ces variables. Et ça, je pense que c'est aussi très important voilà, sur votre sheets, par exemple, c'est de noter vos heures de sommeil, de noter bah, vos calories, et en fait, toutes les données, une donnée à elle seule, en général, elle sera pas pertinente, quoi. 4 x 6 à 20 kg, parfois il y a beaucoup plus que ça. Il y a 4 x 6 à 20 kg, plus votre heure de sommeil, votre nombre vos, plus voilà, votre heure de sommeil, votre apport calorique, votre total calorique, votre poids. Le poids de corps, ça c'est aussi un truc hyper important à traquer en calisthénie. Il faut vraiment le faire presque toutes les semaines, même si faut pas être upset avec ça, mais en général c'est une métrique qui est fondamentale. Il y aura aussi votre RPE, vos RIR, donc voilà, si vous aviez 3 reps en réserve, 2 reps, votre delta de RIR de série en série, ça c'est aussi des choses qui peuvent être importantes. Donc voilà, au plus on a de données, au plus on peut mettre le doigt sur ce qui n'a pas fonctionné. Parce que, admettons, dans le cycle d'après, à données égales à heure de sommeil, calories, etc., delta de RIR, etc., peut-être juste que vous avez changé le format et que finalement ça marche mieux. Donc ça, c'est important à savoir. Après, c'est toujours, voilà, c'est toujours des pistes à explorer. Euh, tac. Euh, Donc j'essaie d'aborder le prochain point.
vais rebondir sur la réceptivité à l'entraînement, parce que c'est un sujet que je trouve assez intéressant. Euh, et ça peut être vraiment intéressant. Voilà. Donc, comme je l'ai dit plus tôt, avec le passé de sportif, la génétique et tout, la facilité à prendre du muscle, il y a des personnes qui vont, sur un programme donné, réagir extrêmement bien, quoi. Donc, par exemple, on va se mettre dans un labo. Donc, je vais dans un labo, je vais donner un programme d'entraînement de 12 semaines pour augmenter son squat. Tous les individus de départ à baseline, on va dire, ils ont un tout petit peu, un nombre d'entraînement, admettons. Allez, le squat général, il est à 100 kg. Mais bon, c'est pas des entraînements très sérieux et tout. On va essayer de leur mettre un protocole de squat. Après les 12 semaines, on va voir qu'il y a des personnes qui vont augmenter leur squat de 60 kg. Donc on va dire la moyenne de progression du squat sur 12 semaines, on va dire elle sera de 30 kg. Donc après 12 semaines, on va dire les 30 personnes du groupe ont augmenté de 30 kg. Voilà, je suis assez gentil, hein, je pense que c'est un bon groupe qui a bien réagi déjà. Mais après on va voir un écart type, on va voir qu'il y en a peut-être 3-4 qui ont augmenté à 160, et on va voir qu'il y en a 3 ou 4 qui ont pas du tout progressé. Zéro. Alors qu'ils ont fait tout le travail. Donc là, dans ces catégories, on va dire qu'il y en a qui ont bien réagi au programme. Donc en général, c'est parce qu'il y a potentiellement, il y a énormément de chances qu'ils avaient une bonne génétique, etc. Peut-être que ces personnes-là aussi, la plupart des personnes qui avaient un bon contexte extérieur, mais admettons, on peut essayer de contrôler le contexte aussi. On peut se dire tous dorment égal, ont un surplus calorique égal, ont les mêmes exercices d'assistance, etc. Et donc là, on pourrait se dire, wow, il y a quand même des grosses différences. Et c'est possible hein, au sein d'une étude. Je pense qu'en général, ils essaient quand même de contrôler ces trucs-là parce que c'est quand même important. Et donc, si les personnes n'ont pas du tout réagi sur le squat, on pourra considérer qu'elles sont non réceptives à l'entraînement, ou moins réceptives. Est-ce que pour autant, elles doivent se dire, fuck, j'arrête la force, c'est pas fait pour moi, je progresserai jamais, j'atteindrai jamais mes objectifs. Je pense que non, parce qu'il y a d'autres études qui sont assez intéressantes et qui montrent que, par exemple, il y a plein de solutions pour essayer de tacler un peu cette réceptivité. Je pense qu'il faudra garder en tête quand même. Il faut rester un peu réaliste avec ses attentes, se dire, je pense que ces personnes, elles pourront pas s'attendre à squatter 200 kg en un an, tandis que peut-être que les personnes qui ont fait 12 semaines peuvent s'attendre à squatter 200 kg en un an. Mais peut-être qu'elles peuvent se dire, elles peuvent toujours s'attendre à squatter 200 kg. Je pense qu'elles doivent le garder en tête parce que peut-être que c'était de nouveau le format qui n'était pas pour elles, etc. Et ensuite, pour la réceptivité à l'entraînement, la solution, c'est de refaire le même programme, mais sur plus longtemps. Donc parfois, c'était que 12 semaines, c'était peut-être trop court pour réellement, ces personnes-là, faire des adaptations. Et qu'il leur fallait peut-être 24 semaines. Et que si elles avaient fait 24 semaines, voilà, peut-être que le jour où elles ont testé leur squat ou quoi, elles n'étaient pas bien, voilà, il y a des petites raisons qui ont fait que, et peut-être qu'elles n'avaient pas encore fait vraiment des adaptations systémiques suffisantes et qu'il fallait peut-être 24 semaines pour que ce soit le cas. Donc ça, c'est une possibilité. Une autre possibilité aussi, c'est d'en faire plus, d'augmenter le volume. Donc par exemple, d'augmenter le nombre de séries. Peut-être que dans cette étude-là, il y avait 10 séries de squats par semaine, mais peut-être que ces personnes-là en auraient eu besoin de 15. Ça, c'est important. Ça, c'est super important. Donc ça, c'est souvent les deux leviers, hein, c'est de le faire plus longtemps, d'en faire plus. Même si souvent on se dit ouais, il faut mieux être prudent dans son nombre de séries sur un mouvement, et souvent la plupart des gens qui stagnent en général, c'est des gens qui en font trop. Donc ça, c'est vrai parce qu'on est souvent trop mordu, mais souvent c'est un truc qui se travaille aussi avec le temps, c'est cette capacité de travail, ce nombre de séries, son volume maximal auquel on peut récupérer. Et donc c'est important d'essayer de le traquer, de le connaître aussi, et de le tester sur base un peu régulière aussi. Peut-être aussi pour ces personnes qui étaient non réceptives, après normalement on calcule quand même leur charge de départ, etc. Et c'est normalement l'autorégulation, mais peut-être qu'ils ont commencé aussi avec une intensité un peu trop importante, et donc pour elles, les 10 séries étaient quand même plus costaudes que pour certains qui avaient une meilleure génétique, etc. Il y a plein de facteurs aussi de spéculation qu'on peut faire.
là-dessus. Mais donc voilà, vraiment, c'est un peu ce que je voulais en venir. C'est que il y a des solutions pour cela. Euh, donc, on va parler d'autres solutions hein, que j'avais essayé de mentionner plus dans la vidéo, en dehors de la réceptivité. Hein, donc, c'est parfois d'en faire. Ah oui, 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 ce que je voulais dire, c'est que voilà, on va parler aussi des personnes qui en font trop. Et donc, souvent, ben voilà, il y a des personnes qui s'arrivent et ils s'entraînent aller en 4-5 séances par semaine sur la planche. Ils sont les épaules en feu toute la semaine, ils font un cycle, ça marche un peu parce qu'à court terme ça marche, mais sur le long terme ils tiennent pas le rythme, ils vont se blesser à cause de ça. Et donc finalement, ben voilà, la stagnation, elle peut arriver souvent à cause qu'on en fasse trop. Cette surcharge trop rapide, trop importante peut nous blesser. Et si on se blesse, ben, clairement, on régresse. Et donc on ne progresse pas. Et donc là, souvent, c'est une des plus grandes causes de stagnation, hein, la blessure. Ça paraît assez évident. Même si on peut toujours essayer de travailler ce qu'on peut travailler avec, revenir dessus avec d'autres habitudes. Et voilà, donc souvent, pour casser la stagnation, bah, ça va être souvent parfois de faire un petit break, une semaine de décharge. Voilà, le simple fait de parfois prendre une semaine de décharge peut fonctionner pour certaines personnes, même si naturellement, souvent, quand on va atteindre un certain plateau, naturellement, le corps va nous le faire comprendre et on va devoir de toute façon récupérer. Et donc voilà, la solution parfois avec les personnes qui poussent trop, ben, c'est souvent faire un petit break. Et voilà, plutôt que de revenir avec 5 séances semaine, repartir sur 2, calculer les éléments, obtenir des données, donc repartir avec 10 séries par semaine au lieu de 30-40. Et sur base de ça, augmenter si on voit que l'on ne progresse pas. Donc voilà, on sait qu'en général, bah, avec peut-être même partir encore plus bas, hein, 6 séries, voilà, on progresse un petit peu, ça marche, et puis on augmente. Et voilà, on augmente à la fois notre capacité de travail, à la fois on obtient des données sur comment on réagit. Peut-être qu'à un moment, on va se dire, bah, tiens, 10 séries, je progressais bien, 12 séries, le cycle d'après, je progressais moins bien, et puis je peux revenir. Moi, si je prends mon cas personnel, j'ai remarqué par exemple qu'en front lever, j'ai tendance à mieux progresser avec 6 à 8 séries qu'en faisant 12 donc, par semaine. Donc c'est un truc voilà, que j'ai remarqué hein, avec tout le travail de traction et tout qui se fait en parallèle. Mais voilà, enfin, avec un travail de planche en parallèle. Donc je sais que par exemple si je fais 10 séries de planches par semaine et 10 séries de 6 séries de front lever, j'ai tendance à mieux progresser avec 6 séries de planches. Et donc, pardon, là je me suis un peu embrouillé, donc non, j'ai tendance à mieux progresser, on va dire, voilà, j'ai tendance à mieux progresser en planche quand j'augmente le nombre de séries plutôt qu'en front lever. Et donc, après, peut-être que si j'avais gardé un nombre de séries bas en planche et que j'avais augmenté le nombre de séries en front lever, ça aurait fonctionné aussi. Mais voilà, c'est la petite nuance, c'est surtout un cas personnel. Après, c'est un truc que je remarque quand même sur certaines personnes aussi. Voilà, ça dépend parfois de l'exercice aussi. Donc, on progresse. Il y a beaucoup de choses qui vont dépendre aussi de l'exercice. Bon, passons aux solutions. Il y a vraiment des choses aussi qui vont faire la diff en parlant de stagnation. Donc, admettons, quelqu'un vient vers moi et me dit tiens, Alex, je stagne depuis longtemps. Bah, voilà, sans parler de tout ce qu'on a dit avant, réceptivité, facteurs externes, etc. Est-ce que tu as une bonne technique souvent, souvent il dit ouais, je pense, etc. Bah, en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a toujours des solutions à trouver. Donc, et des petites choses à optimiser. Après, il ne faut pas non plus être parano sur certaines choses non plus. Mais la technique, par exemple, c'est un truc fondamental. Bah, voilà, si on active correctement son dorsal sur un front, qu'on garde les épaules bien basses, qu'on voit qu'on engage assez bien les abdos, bah, ça peut être beaucoup plus... c'est parfois le facteur limitant quand on sent qu'il y a des gens qui sont très forts du dos, mais leurs abdos ne sont pas engagés, et rien que le fait d'engager les abdos va permettre de réussir ou non un front lever par exemple. Voilà, même avoir les épaules tout constamment basses en traction, bah,
ça peut être important de fixer la chose. Souvent, on va devoir quand même redescendre les charges pour pouvoir fixer ces techniques. Mais c'est important. Surtout que parfois, c'est des techniques, soit par manque de force, parfois c'est simplement un manque de conscience, quoi. Et juste en être conscient, ça fait vraiment, vraiment la différence, quoi. Et puis en plus, on fait de la visualisation mentale en essayant de corriger ça. On est conscient de son corps dans l'espace, et c'est un peu la beauté de la calisthénie, et c'est ça qui, c'est ça qui est intéressant et qui est chouette. Et puis on peut aussi rendre les mouvements plus beaux. Donc parfois, on va pas vraiment augmenter les chiffres sur nos mouvements. Donc on va faire une tuck planche, mais 6 mois plus tard on refait une tuck planche, mais la tuck planche, c'est pas la même chose, quoi. Si on est bien activé, il y a des tuck planches, on pourrait se dire avec cette tuck planche là, tu as la capacité de réussir une straddle. Avec cette tuck planche là, jamais de la vie tu réussis une straddle. Donc il y a beaucoup de choses. Et puis parfois la technique aussi, c'est souvent, elle va souvent se dégrader quand on va progresser. Donc ça, il faut que la technique elle soit reproductible pendant le cycle. Donc par exemple, si vous êtes en semaine 1 mais que vous êtes super strict, ok, 4 fois 6 infractions, 20 kg, ok, vous passez à 22,5, et là vous êtes plus strict, il commence à y avoir un petit keeping. En semaine 3, vous êtes no rep, votre menton passe plus la barre, et vous dites ouais tiens, j'ai augmenté ma traction de 20 à 27,5, mais en fait non, il n'y a rien du tout qui s'est passé. Et donc là c'est un peu plus compliqué. On va reparler de... donc voilà, c'est tout pour la technique, hein. Je pense que vous voyez où je veux en venir. Ça, on peut vraiment faire un podcast entier sur voilà, l'optimisation technique. Parfois, il y a un peu trop d'optimisation, mais voilà, je pense qu'il y a toujours essayer de... Voilà, il y a parfois fixer la technique, ça peut demander énormément de temps. Parfois, on est conscient de ce qu'il faut faire, mais ça demande du temps parce qu'on n'est pas assez fort, et développer sa force pour avoir cette bonne technique, c'est important. Une fois qu'on a la technique fixée, on peut essayer de profiter de cette lancée, de cet élan, pour aller le plus loin possible avec cette technique-là. Et à un moment, on pourrait essayer de se dire, tiens, là, je commence à rencontrer un plateau, une certaine stagnation peut-être sur ma technique, et je pourrais essayer d'implémenter quelque chose de nouveau, de repenser à autre chose. Et peut-être que de nouveau refaire ce travail-là, ça peut justement permettre d'aller plus loin. Voilà, on va reparler au point suivant, donc c'est la charge d'entraînement. Donc la charge d'entraînement, si vous savez, c'est évident, c'est le volume et l'intensité. Donc l'intensité, donc c'est les kilos que vous allez soulever, voilà, le pourcentage de votre max que vous allez mettre. Et le volume, c'est le nombre total de séries, de répétitions de vol. C'est aussi corrélé à l'intensité. Donc voilà, en gros, une mauvaise technique, souvent, c'est trop souvent dû justement à cette charge d'entraînement trop importante. La stagnation est souvent due à une charge d'entraînement trop importante. Dans l'exemple que je disais au début, voilà, vous commencez votre cycle trop lourd. C'est évident qu'il y a beaucoup plus de chances que vous stagniez. Tandis que quand vous commencez léger, que vous augmentez cette intensité, cette charge d'entraînement, il y a moins de chances que vous stagniez. Si vous faites de nouveau 40 séries par semaine, il y a plus de chances que vous stagniez que si vous en fassiez moins. Mais parfois, ça sera nécessaire de monter justement à un nombre de séries plus important. Si vous faites trop de répétitions sur un format, sur un exercice, vous allez peut-être dégrader plus votre technique. Et donc, voilà, il y a peut-être des exercices qui se prêtent mieux à certains formats que d'autres aussi. Donc, vous allez faire des séries de 15 à 20 sur un squat, c'est parfois un peu difficile de garder une forme correcte, on va dire. Donc voilà, pour récapituler, souvent une intensité, un volume trop important, ça amène un mauvais apprentissage moteur, une progression biaisée, trop de fatigue, moins bonne récupération, mésocycle plus court, potentiel de blessure trop important, et voilà. Donc pour justement optimiser un peu cette charge et s'assurer de bien progresser, faut être attentif à l'autorégulation, donc bien gérer ses RPE, ses RIR, être progressif là-dedans. On va parler d'autres choses un peu plus extérieures. On peut parler aussi de sélection d'exercices, de variation d'exercices. Voilà, parfois, il y a certains exercices d'assistance qui sont moins optimaux pour nous, pour certaines personnes. Pour vos exercices, c'est là que parfois varier à format égal sur vos exercices principaux, parce que ça on n'a pas le choix de les changer.
Donc, en dehors des exercices, principaux, bah, parfois il faudra varier les exercices, secondaires et je vais prendre un exemple, hein, voilà pour, la planche, si vous utilisez, que des développés militaires, pour supplémenter ça, bah, peut-être qu'en faisant des pec push-up, ça sera mieux, quoi et donc, parfois la solution tout simple, ce sera de changer, son exercice, accessoire. Peut-être que parfois utiliser un outil en plus, parfois une variante dynamique, parfois, rajouter, un exercice plus, spécifique, de Zanetti Press ou quoi, ce sera peut-être, le petit truc qui va faire, hem, l'optimisation de vos progrès, sur un cycle, soit vous allez mieux avoir une meilleure marge de progression, soit vous allez pouvoir casser un peu cette stagnation grâce à ce genre d'exercice. Par exemple, en dips, si vous ne faites que du dips, il y a un moment où vous allez peut-être, vous retrouver un petit peu coincé. C'est là que le varier un petit peu, refaire du bench press, pour, voilà, déjà être de nouveau sur, l'exercice. Ça peut être important aussi. C'est vrai que c'est ça qui est intéressant avec le principe de variation, c'est que vous allez pouvoir à chaque fois rebattre des PR, sur, ces nouveaux exercices et finalement, être un petit peu moins, mmh, dans un esprit: «Ah tiens, là, je suis pas à mon max, je suis pas à mon max, je suis pas à mon max, ou là, je PR pas, je PR pas». Mais si vous réincorporez un bench, peut toutes les semaines, vous allez PR en bench et ainsi de suite et finalement sur, la durée, ça peut être intéressant. Après, parfois, c'est bien de repérer sur certains formats, quoi. Par exemple, en dips, vous allez refaire du pause dips, vous allez peut-être PR sur du pause dips, puis vous allez, PR peut-être sur, du 3x4, puis, du voilà, par exemple, c'est PR sur un autre format et peut-être que voilà, vous allez, changer vos exercices d'accessoires et à chaque fois, retravailler dessus et peut-être que certains exercices accessoires feront plus de sens pour vous. Parce que, admettons, vous avez vraiment un point fort pec, c'est pas du tout le pec, votre problème sur, le dips, donc le bench sera pas spécialement pertinent. Peut-être qu'un close grip bench, peut-être qu'un triceps, extension, sera beaucoup plus intéressant et que c'était peut-être ça le maillon, manquant. Donc c'est ça qui est génial aussi, c'est qu'il y a toujours, plein d'outils à utiliser en plus pour, casser cette stagnation. Ensuite, une autre, piste, bah, c'est de prioriser. Donc voilà, passer le stade de l'intermédiaire à avancé, je pense que ça a beaucoup de sens de laisser, certaines choses, sur le côté, voire les enlever, voire les mettre en maintenance. Par exemple, voilà, dans l'exemple que j'avais donné, hein, si vous faites, de la planche et du front lever à l'année et que vous faites à chaque fois le même nombre de séries sur, le mouvement, bah, ça peut être compliqué. Donc si vous faites, 8 séries de planche, 8 séries de front, puis que vous arrivez à 16 séries de planche, 16 séries de front, beh, passer au-delà, il y a un mouvement qui va en pâtir, hein, que vous le vouliez ou non. Hem Voire les 2. Donc vous allez peut-être pas du tout progresser sur les 2. Et donc peut-être qu'à un moment, il faudra se dire: «OK, je fais 16 séries de planches, mais que 8 séries de front» et que j'applique une surcharge progressive sur la planche et pas du tout sur le front. Voire que je fais pas du tout de front parce que je sais que quand je le fais, j'ai tendance à trop pousser. Ça peut être des des pistes, hein. Voilà, la priorisation, même chose, bah, si vous faites du lifting et des skills en même temps, bah, peut-être que vous allez pas mettre de skills. Vous allez faire que du street lifting ou mettre les voilà, parfois il en faut pas beaucoup pour maintenir, donc c'est ça qui est bien parfois que 2 à 4 séries par semaine, ça peut être suffisant pour maintenir un peu le mouvement. Même chose pour, voilà, bah, vous avez l'habitude de faire quand même de l'hypertrophie, dans vos cycles. Bah, peut-être qu'à un moment vous allez vraiment être très spécifique skill, vous allez essayer d'être le plus spécifique possible, d'induire un peu le moins de fatigue, mettre le moins de bruit possible dans votre programmation et vous dire: «OK, bah, plutôt que de faire, 8 séries de pec, par semaine, beh, je vais en faire plus que 4 ou 3 et je vais essayer de pas progresser dessus, quoi. Je vais rester sur, 3 séries de 20, 3 séries, bah, de 10 avec, 20 kilogrammes, développer un clean halter, j'en sais rien et plutôt que chaque semaine essayer d'augmenter cela et d'avoir un autre exercice, avec donc voilà, vous allez, minimiser un petit peu, le bruit, mais le maintenir sera quand même heu, maintenir le muscle aussi, c'est encore moins important parce qu'il y a enfin, c'est encore plus facile que les skills, je dirais, parce que la partie technique souvent est moins présente. Donc c'est ça qui est assez intéressant. Et même maintenir la force, il en faut pas grand chose non plus, hein, voilà, ça il y a on peut très bien progresser, il y a une étude qui a été faite sur, comment faire des gains significatifs et avec, 1 top set lourd et 2 back off par semaine, on peut, par exemple, sur le deadlift progresser. Sur le squat, il en fallait 2 par semaine, mais donc ça faisait quoi? Ça faisait,
6 séries par semaine avec enfin avec 2 séries qui étaient assez intenses, donc c'était quand même des RPE assez élevés. Mais il y avait que ça, quoi. Il y avait presque pas je pense qu'il y avait pas d'accessoires, il y avait que ce volume-là et ça, c'est assez intéressant. Ouais. Donc c'est sur, des powerlifters assez avancés en plus, donc on peut quand même faire des gains. C'était même pas de la maintenance, hein, c'était de la progression, donc c'était des gains significatifs. Donc autant dire que pour de la maintenance, il y a moyen d'en faire moins. Après, je pense qu'il faut que le pattern soit déjà efficient et bien acquis et c'est ça aussi que, voilà, cette partie, hem, d'augmenter les séries va être plus pertinente pour quelqu'un, qui veut, voilà, qui est en phase d'apprentissage, en phase d'amélioration, de développement, pour passer de la tuck à la advanced tuck planche. Ben voilà, vous allez augmenter votre série. Une fois que vous allez maîtriser la advanced tuck planche, heu et que techniquement elle est bien, bah, si vous voulez la garder dans le plan ou même vous allez pouvoir redescendre vraiment tout le travail qui a été fait avant et repartir sur, 6 séries. Donc, je vais prendre l'exemple. Vous commencez avec, 8 séries de tuck planche, enfin avec, 8 séries de tuck planche par semaine. Vous allez devoir peut-être en mettre 15 à un moment pour vraiment réussir à progresser. Une fois que vous allez réussir vos advanced tuck planche, ben il faudra peut-être repartir de nouveau avec, 8 séries. Donc, voilà, c'est un peu l'idée. Ensuite, je vais revenir un peu sur le cycle, d'hypertrophie, hein, donc voilà, ça, je crois que c'est aussi une piste. À un moment, voilà, vous avez mis plein de choses en place, vous avez essayé de nouveaux exercices, mais vous êtes toujours dans, on va dire, un travail assez spécifique. Vous êtes toujours sur, beaucoup allez, de travail de planche, de force. Vous mettez toujours un peu d'hypertrophie, mais ça fait jamais vraiment le taf. Votre poids de corps, il a pas trop augmenté. Vous êtes quand même bien, mais vous avez quand même l'impression d'être encore un peu trop mince, quoi. Ou vous avez l'impression que vous êtes quand et ça fait quand même 1 an que vous êtes sur vos exercices, vous cyclez bien, vous faites tout plus ou moins intelligemment. Mais objectivement, si vous regardez vos épaules, elles sont pas suffisantes pour avoir, votre, planche. Donc là, on pourrait se dire: «OK, je vais arrêter d'essayer de tout faire». Enfin, ça peut marcher, hein, mais je vais essayer de vraiment de mettre toutes les chances de mon côté pour, faire le plus d'adaptation possible pour ça. Et donc je vais vraiment entamer un cycle d'hypertrophie. Je vais me laisser le temps de le faire. Je vais un peu virer, l'intensité ou alors je vais vraiment la maintenir en top 7 ou voilà, il y a plein des choses comme ça. Mais vous allez vraiment, augmenter votre travail-là et prendre le temps de le faire, parfois 6 mois, parfois 1 an. Et ça, c'est hyper important aussi quand on est débutant. Limite, quand on est débutant, on pourrait vraiment faire que des cycles d'hypertrophie. Mais ça c'est une chose assez intéressante aussi. Donc voilà, ça c'est un truc qu'on peut, envisager lorsqu'on rencontre un plateau pendant très, très longtemps et heu et ça peut parfois casser des paliers. Et dans les sports de force, ici, j'ai eu une réflexion, récemment aussi, c'est que, et pour, certaines catégories, en fait, les catégories de poids, c'est plus des catégories, de taille, en fait. Donc par exemple, quelqu'un de 1 m 70, il devrait pas être en moins de, 66, je dirais. Il devrait essayer de chercher à être en moins de 80 peut-être. Et donc il devrait essayer de paquer le plus de masse musculaire possible sur lui. Quelqu'un de 1 m 80, il devrait, essayer d'être, en moins de 83 ou en moins de 90, de 90 et donc il devrait essayer de paquer aussi plus de masse. Quelqu'un encore plus grand, il devrait être plus gros et donc voilà, c'est même si, on pourrait dire qu'il a une morphologie plus clean, heu, il devrait essayer de chercher à paquer plus de masse, quoi. Si vous êtes à poids moins 10 par rapport à votre taille, il va peut-être essayer d'arriver à poids taille, égal et ça peut être aussi, hyper intéressant et donc c'est parfois en faisant que des cycles d'hypertrophie ou des cycles très, très longs qu'on peut y arriver ou mettre plus de chances pour avoir ce poids-là, sans forcément prendre du gramme et ça peut vraiment pas casser vraiment des gros, gros paliers de force, quoi. En général, quand vous faites un bulking assez conséquent, vous avez plus de marge pour faire des grosses adaptations et heu et arriver, à pas à péter un peu ces paliers, quoi. Mais ça, il faut prendre le temps de le faire. À court terme, vous allez vraiment sacrifier beaucoup de choses. Vous allez sacrifier un petit peu, votre force, certains mouvements, sauf si vous arrivez à les maintenir. Mais peut-être plus sur les skills, là, en général, c'est un peu plus détrimental. Votre physique, peut-être que vous aimez être sec, mais là, vous allez devoir sacrifier un petit peu ça. Mais bon, sur le long terme, ça va être quand même assez, intéressant. Donc voilà, c'est quand même, une piste, qui n'est pas négligeable. Il y a d'autres choses qu'on peut essayer, parfois c'est tester de nouvelles méthodes, hein, sur certains, formats.
Donc voilà, pour vos exercices d'hypertrophie, parfois essayer des drop sets, des clusters, des EMOM, enfin, pour la force ou l'hypertrophie, par exemple. Voilà, vous pouvez chercher d'autres formats, des séries ascendantes, des contrastes de charge, voilà, des trucs un peu plus, fancy quand vous avez déjà expérimenté beaucoup de trucs classiques, hein. Comme je disais plus tôt dans le podcast, en général, quand vous allez essayer quelque chose de nouveau, il y a beaucoup de chances que ça fonctionne. Après, il faut toujours essayer de réussir à traquer ce que vous faites. Ça, c'est quand même assez intéressant. Une autre possibilité, parfois, c'est de faire une période de désensibilisation, donc faire un break ou un petit hors-saison. Vous dire: «OK, là, j'ai poussé toute l'année, je mérite peut-être, 2 semaines off». Ça peut parfois, aider, quoi. Ne fût-ce que pour la motivation, retrouver le goût à l'entraînement, ça, c'est important aussi. Une autre chose importante aussi, je l'avais dit dans ma vidéo, c'est vraiment de mettre l'effort à l'entraînement aussi. Parfois on voit aussi des personnes dans les salles, ou qui font du sport, mais qui poussent pas en fait, qui sont là juste plus pour être là quoi, pour, l'aspect social. Ils ont quand même progressé un petit peu parce qu'ils ont quand même bougé, on va dire. Mais à un moment, ils vont là, ils se reposent un peu, ils poussent jamais assez là où il faut. Ils sont peut-être bridés par leur mindset parfois, ils osent enfin, ils disent pas qu'ils vont aller chercher cette dernière répétition, ils vont pas essayer de la faire. Et donc ils mettent pas vraiment le focus, et je pense que le mindset aussi, c'est hyper important, pour aller chercher cette progression. Je pense qu'il faut la vouloir, quoi. Voilà, on a ce palier-là, on doit essayer de trouver une solution, et grâce à tout ce que j'ai dit avant, c'est important. Mais je pense que même, dans l'instant T, quand vous êtes sous la barre, voilà, si vous êtes concentré, que vous mettez l'effort suffisant, que vous allez vous battre pour appliquer cette surcharge progressive, en général, ça va faire le taf, quoi. Sauf si vous en faites trop, mais ça souvent, c'est un autre problème. Mais je pense que voilà, moi, enfin, souvent quand je vois des personnes, qui stagnent aussi, c'est plus, enfin, la plupart des gens, en fait, hein, mais c'est dans les salles qui ont pas vraiment d'objectifs forts ou quoi, qui cherchent pas spécialement à s'améliorer. Ils s'entraînent, ils disent: «Ouais, je stagne, mon physique il bouge pas et tout», mais ça, on dirait que ça les emmerde pas vraiment. Hem, mais alors que peut-être que si. Que voilà, c'est juste, l'effort qui n'est pas, présent dans leurs, entraînements. Voilà, donc pour rappeler, hein, hem, la stagnation, il faut voir si elle est vraiment présente, remettre un peu le contexte, voilà, se dire que parfois ça prend quand même du temps de progresser. Ensuite, au niveau des solutions, hein, on peut fixer, sa technique, gérer sa charge d'entraînement, varier ses exercices, sa planification, voilà, tester des méthodes plus fancy. Et un point hyper important, c'est d'avoir un bon coach. Donc n'hésitez pas à me contacter, 012 workout coaching @gmail.com. Le lien est dans la description, et en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, au podcast, à le partager s'il vous a plu, et à voilà, laisser, une petite note, pour, vous montrer que ça vous plaît. On se retrouve pour un prochain épisode du Calisthenics Science Podcast. C'était Alexandre 012 workout. Salut! Le garder. Si on veut faire des planches, il faudra toujours faire des planches.